Salut les amis, salut à tout le monde. De nouveau, on se retrouve pour une nouvelle séance. On va la consacrer pour parler du chapitre 1 en 9 de Le dernier jour d'un condamné. Avant de commencer, on rappelle que ce roman parle de souffrance physique et morale et de dernière pensée et de tout ce qui déroule dans la tête d'un condamné à mort avant sa avant son exécution. Le narrateur a fait un flashback pour nous parler des événements de 6 semaines passées à Bicêtre, à la conciergerie, à l'hôtel de la ville, passant par l'hôtel de la ville et en arrivant à la place de grève où il y a l'exécution. Le roman s'ouvre par un monologue interne. C'est quoi un monologue interne? C'est quelqu'un qui parle avec soi-même. Il parle de quoi? Il parle de la condamnation, de la pensée de la condamnation. Ce chapitre commence par un condamné à mort et se termine par même expression. Dans les premières phrases, le narrateur est préoccupé par la pensée de la condamnation. Il habite avec elle, seul et tête à tête, et devant cette pensée, est toujours glacé de sa présence et courbé sous son poids. Le narrateur nous a parlé par la suite de sa vie au passé, le mot qui nous indique ça autrefois. Cette vie était riche, elle avait plein de choses devant lui. Sa vie était incroyable, formidable, extraordinaire, glorieux, avec plein de fantaisies, des jeunes filles, des promenades, batailles gagnées, bref, il avait toute la liberté pour faire ce qu'il voudrait. Il était libre. Dans la deuxième page, qui commence par le mot maintenant, le narrateur est captif. Ça veut dire il a été arrêté. L'incarcération du narrateur dans son cachot à Bicêtre. Le narrateur a perdu tout dans sa vie et la chose sûre et certaine qui reste pour lui, c'est la condamnation. C'est une certitude, c'est une conviction. Le narrateur qualifie cette pensée comme horrible, comme implacable, comme ensanglante. Juste après, le narrateur nous dit que quoi qu'il fasse, d'oublier bien sûr la pensée de la condamnation. Elle reste devant lui comme une pensée infernale qui, bien sûr, chasse toute distraction et qui qui le poursuit, bien sûr, et qui le poursuit, qui, bien sûr, le plonge dans le monde de l'angoisse et de la peur. Cette pensée qui l'éveille, l'obsède, le perturbe et épie son sommeil, c'était la réalité horrible, condamnée à mort. Chapitre 2. Dans ce deuxième chapitre, qui commence par un indicateur de la narration, c'était par une belle matinée. Donc, on a des passages narratifs et des passages descriptifs. À propos de quoi? À propos des événements passés le jour de la proclamation de son verdict. Le verdict, bien sûr, c'est le jugement, c'est l'arrêt, c'est la sentence, c'est presque, bien sûr, et ce sont des synonymes. Il décrit les jurés qui font bien sûr la condamnation ou bien
on va voir ça, bien sûr, il y a une différence entre les jurys et les juges et les magistrats. Les juges, la salle d'audience, l'avocat et de l'atmosphère générale qui régnait et les gens quand- qui ont assisté à son procès et les compare comme des corbeaux qui se rassemblent sur un cadavre. Elle a parlé à la fin de ce chapitre des passants qui crient. Le message, c'est clair. Le narrateur critique la foule et surtout de deux filles que l'une parmi elles a dit après 6 semaines. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire après 6 semaines, il y aura l'exécution. Et l'exécution, à l'époque, était comme un spectacle. Tout le monde vient pour voir ce spectacle-là. Les hommes, les femmes, les, les enfants et tout. On va voir ça d'une manière bien détaillée, Inch'Allah. Chapitre 3. Retour du monologue interne. Le chapitre commence par condamner à mort. Il se livre et se met à la condamnation, puisque tout le monde va mourir. C'est pareil pour lui. Et combien de gens qui vont mourir même avant lui, et parmi eux, des personnes qui avaient eu l'intention de voir le spectacle de son exécution. Le narrateur a exprimé qu'il n'avait rien de regret. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que, bien sûr, le pain noir et la chambre sombre. Le pain nu, pardon, et la chambre sombre. Lui qui était raffiné de l'éducation, malmené par les guichetiers. Chapitre 4. Le narrateur, tout simplement, dans ce chapitre-là, qui est un petit peu court, nous décrit Bicêtre, qui était un château du roi. De loin, cet édifice a une majesté, a une splendeur. Il était, bien sûr, comme nous venons de dire, un château de roi. Il se déroule à l'horizon. Mais une fois on se rapproche de cet édifice, on découvre ce qui est misérable, honteux et sale. Le palais devient masure. Chapitre 5. Dans ce chapitre, le narrateur nous parle de ses premiers jours à Bicêtre, de précautions prises, ni de fourchette, ni de couteau pour ne pas suicider, afin de garder le narrateur sain jusqu'au moment de l'exécution. Dans ces premiers jours, le narrateur a été bien traité avec douceur, mais ça ne dure pas beaucoup, brutalisé par la suite comme n'importe quel prisonnier. Certaines faveurs lui ont été accordées au narrateur, comme papier, encre, plume, lampe. Il pouvait sortir dans le préau de Bicêtre chaque dimanche. Le narrateur a causé, ça veut dire a parlé avec les autres détenus, les prisonniers. Il ne dit ils sont bons les misérables. Le narrateur, juste après, a essayé d'apprendre l'argot. Et l'argot, c'est le langage des prisonniers. C'est un langage vulgaire, sale. Et à la fin de ce chapitre-là, le narrateur critique les gardes, les guichetiers, qui, qui voient le narrateur comme une pierre et ce n'est pas comme un être humain. Il rit, il parle devant lui.
Chapitre 6. Ce chapitre commence par « Je me suis dit ». Ça veut dire que le narrateur parle avec soi-même. Il va bien sûr dire à lui quoi? Il va dire à lui bien sûr pourquoi ne pas écrire, puisqu'il a les moyens bien sûr de l'écriture. On a vu dans le chapitre 5 qu'il a reçu quelques moyens pour écrire. Alors, le narrateur se demande qu'est-ce qu'il va écrire, surtout s'il il se trouve dans un cachot, il n'a pas l'horizon pour, bien sûr, ses idées et ses pensées. Mais juste après, il a décidé, il a accepté d'écrire son journal de souffrance. Alors, pourquoi ce journal de souffrance? À quoi bon? À quoi sert-il? Ce journal de souffrance peut être comme un moyen pour un, pour un moyen de soulagement et pour, bien sûr, moins souffrir. Et il peut être comme un moyen ou un message pour les décideurs. Ça veut dire les magistrats, la justice, ceux qui condamnent. Et pourquoi ça? Afin de changer leur point de vue à propos de cette punition sévère et violente. Chapitre 7. Le narrateur a une hésitation de l'intérêt de l'écriture. Ça veut dire à quoi bon cette écriture pour lui alors qu'ils vont couper sa tête. Ah, c'est moi qu'il faudrait sauver. Chapitre 8. Comptons ce qui me reste. D'après la première phrase, on peut comprendre de quoi va parler le narrateur par la suite. Plusieurs chapitres dans ce roman, on peut les comprendre dès le début. Ça veut dire dès la première ou bien les premières phrases. Le narrateur ici va compter ce qu'il reste pour lui en parlant des pistes et des démarches de son arrêt à passer avant d'arriver chez le bourreau. Le bourreau, bien sûr, c'est celui qui va se charger de l'exécution. Il trouve qu'il ne reste presque rien. Chapitre 9. Le narrateur pense beaucoup à sa famille, de sa mère, de sa femme et de sa petite fille Marie, rose, frêle, avec de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Il les considère, ça veut dire il considère les trois comme des orphelines des orphelines et des innocentes qui vont rester sans protection ni ressources. On les déshonore, on les ruine. Le message est clair. Ça veut dire qu'il ne faut pas tuer le chef d'une famille qui se compose que des femmes. Juste après, le narrateur nous dit que ce qui l'inquiète beaucoup, ce n'est pas sa mère à l'âge de 64 ans, ni de sa femme qui est fragile en santé et en esprit, mais ce qui l'inquiète beaucoup, c'est sa fille Marie, qui joue, qui rit, qui chante à cette heure et ne pense à rien. C'est celle-là qui me fait mal, selon le narrateur. Merci à tout le monde et on se verra dans la vidéo prochaine pour la suite, Inch'Allah.